Bonjour à tous. Tout d'abord, je voulais vous dire qu'on est très heureux de pouvoir communiquer ensemble dans cette période de confinement. On a les outils pour le faire et j'espère surtout que vous vivez le mieux possible cette période et que vous vous portez bien, vous, vos proches. Euh, on est content de pouvoir parler. Pourquoi? Parce que c'est une période vraiment inédite et on est dans une situation boursière et de marché assez inédite. Alors je vais laisser la parole après à Stéphane Leray qui va vous expliquer toute la stratégie que nous employons et que nous mettons en œuvre avec l'équipe de gestion. Alors l'équipe de gestion, d'abord, elle est renforcée dans le cadre de la fusion que nous avons avec Fox. Nous avons 4 gérants supplémentaires, donc nous sommes une dizaine de gérants avec un gérant obligataire qui nous donne une expertise nouvelle très importante dans ces moments-là. Alors cette fusion est très importante aussi pour pouvoir aborder cette crise. Nous avons maintenant un actionnaire puissant avec nous, avec le groupe Premium, et j'en suis très heureux. Elle avance, elle va être finalisée dans les semaines, ça avance avec malgré le confinement. Je voulais vous dire aussi qu'on est tous en télétravail sur le pont, avec les moyens qu'on a de vidéoconférence, de visioconférence, et qui nous permettent de travailler ensemble. On a une cohésion de l'équipe qui est formidable. J'en suis très heureux pendant cette période. C'est une surprise. Ça marche. On a 2 réunions de gestion tous les jours. L'ensemble de, que ce soit Genève, Paris et toutes les équipes. Et on a finalement une discussion qui n'est absolument pas coupée, je dirais même au contraire. Donc sachez qu'on est là, on est tous sur le pont et on a tout à fait hâte de vous revoir. Mais je laisse d'abord la parole à Stéphane qui va vous expliquer la stratégie de vos portefeuilles. Comme d'habitude, je vous propose de visualiser la situation qui est extrêmement complexe par un support. Euh, alors, ce que l'on peut dire au 27 avril 2020. Les marchés financiers ont subi une baisse majeure jusque mi-mars, avant de rebondir de manière spectaculaire. L'indice CAC 40 a atteint moins 37% courant mars et reste quand même à moins 24% depuis le début de l'année. Les actions américaines ont été beaucoup plus résilientes, avec une baisse limitée à environ moins 10%. Les obligations d'entreprise, elles aussi, ont subi une phase de panique, mais elles ont rebondi à partir là aussi de la mi-mars grâce à l'action des banques centrales. Les obligations à haut rendement sont toujours en baisse depuis le début de l'année de 7,5%. Et les obligations de la meilleure qualité investment grade sont à moins 2,5%. Au final, une baisse violente sur tous les marchés, mais un point bas qui est potentiellement atteint mi-mars. Alors derrière cette remontée des marchés, depuis quelques jours, les investisseurs commencent à envisager l'après-pic épidémique, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. En effet, la recherche médicale mondiale, mobilisée à un niveau sans précédent, entretient l'espoir d'un traitement. Mais la décrue du nombre de décès est très progressive, avec le risque d'une deuxième vague cet été ou à l'automne. La recrudescence des cas à Singapour et le reconfinement depuis le 7 avril montrent que la normalisation sanitaire sera complexe. Alors côté impact économique, c'est un impact qui est extrêmement fort puisque un mois de confinement équivaut environ à 3% de PIB annuel pour la France selon l'INSEE. Et pour regarder très concrètement, pour visualiser très concrètement l'impact sur l'économie, on peut regarder la fréquentation des lieux de consommation comme les restaurants, les cinémas ou les magasins. Alors ce sont des données qui sont fournies par Google au niveau international et en Italie, en Espagne ou en France, la baisse depuis la mi-mars est de l'ordre de moins 80% par rapport à un niveau normal. En Allemagne, c'est plutôt moins 50%. Et aux États-Unis, c'est de l'ordre de moins 40%. Donc on le voit avec des impacts très, très différents selon les politiques de chaque pays. Donald Trump est extrêmement impatient de réouvrir son économie, mais laisse stratégiquement la responsabilité de cette décision aux gouverneurs des États. Une lueur d'espoir dans ce contexte difficile, c'est que la Chine a retrouvé rapidement un niveau d'activité proche de début janvier,
avec une réouverture de ces usines et un rattrapage assez rapide de la consommation. Alors se cumule à cet impact économique majeur une guerre pétrolière, une guerre sur le front du pétrole. Le prix du pétrole est passé temporairement négatif à moins 37 dollars le 20 avril. Alors qu'est-ce qui explique cette évolution tout à fait inédite? Eh bien, c'est qu'avant la crise, le monde consommait environ 100 millions de barils par jour, et aujourd'hui, ce chiffre est d'environ 75 millions de barils par jour. Donc une baisse de consommation de pétrole de 25%. Et les coupes de production de 10 millions de barils par jour dans la production de l'Arabie Saoudite et de la Russie ne suffiront vraisemblablement pas à réduire cette surproduction de 15 millions de barils par jour. Conséquence, les stocks de pétrole sont pleins partout dans le monde. Les producteurs stockent même du pétrole sur des bateaux, et ce qui entraîne une obligation pratiquement de vente à perte pour les producteurs de pétrole de schiste américains. On estime que seuls 5% des producteurs sont rentables avec un pétrole sous les 30 dollars. Alors cela va engendrer des pertes dans ce secteur et par ricochet dans le secteur financier qui avait beaucoup prêté au secteur pétrolier. Des États pétroliers vont aussi être sous pression. On vient à ce propos de voir que la notation du Mexique venait d'être abaissée. Alors évidemment, pour faire face à cette situation exceptionnelle, des mesures de soutien, là aussi exceptionnelles, ont été mises en place. Le point positif, c'est donc que les banques centrales et les gouvernements ont réagi beaucoup plus vite et plus fort que lors de la crise de 2008. Elles ont appris finalement de ce qui s'était passé il y a une quinzaine d'années. Pour les banques centrales, les priorités ont été en premier lieu d'éviter un accident financier comme ça avait été le cas lors de la faillite de Lehman Brothers en 2008. Et en second lieu, c'est d'éviter une envolée des taux des emprunts d'État, ce qui, pour un pays comme l'Italie, pourrait vite devenir problématique. En troisième lieu, elles ont acheté des obligations de grandes entreprises pour limiter la hausse des taux d'intérêt. Pour les gouvernements, l'objectif est de limiter les pertes des ménages par le chômage partiel, ce qu'avait fait l'Allemagne en 2008 avec un assez bon succès. Et fort de cet exemple, les gouvernements ont compris qu'il ne fallait pas détruire des capacités de production de manière trop forte. Certains pays vont même plus loin et envoient des chèques directement aux ménages. La question du revenu universel revient d'ailleurs d'actualité dans un certain nombre de pays. Pour les entreprises, le soutien passe par des garanties. On l'a vu ce matin avec Air France, des prêts ou des reports d'échéances fiscales. Mais il est probable que ces mesures, je pense, ne suffiront pas à éviter un impact massif sur le tissu des TPE et PME. Alors, pour dire un mot de notre positionnement actuel, nous sommes restés investis pour préserver la capacité de rebond des portefeuilles. Quand on regarde les cracks boursiers depuis une quarantaine d'années, on voit qu'il y a toujours, lorsque les marchés atteignent une baisse de l'ordre de moins 30, moins 35%, une capacité de rebond qui se met en place. Et les marchés sont capables de rebondir sur une période variable de l'ordre d'une année, entre une année et 3 ans. Donc effectivement, ça peut être un peu long sur cette capacité de rebond, mais en tout cas, il faut certainement pas désinvestir au plus mauvais moment. Alors les marchés et donc vos portefeuilles ont récupéré une bonne part de la baisse depuis la fin mars, au fur et à mesure que la valorisation des actions et des obligations sont moins impactées par la panique des investisseurs. Du côté des actions, nous avions déjà opéré fin janvier un recentrage important vers les États-Unis, donc vers la zone la plus résiliente et qui effectivement a le plus rebondi, et vers les secteurs défensifs comme la santé. Donc ce mouvement, nous avions anticipé, nous l'avions fait dès fin janvier.
Ces thématiques ont effectivement prouvé leur résilience et nous maintenons ce cap tant que la visibilité reste faible. Côté obligations, nous avons ajusté à la marge les répartitions pour augmenter la part d'emprunts d'État américains, qui sont le seul actif capable de jouer un rôle de valeur refuge côté obligataire. Et nous avons aussi augmenté un petit peu la part des obligations d'entreprise les plus sûres. En effet, celles-ci bénéficient du soutien direct des banques centrales. Les obligations à haut rendement, quant à elles, ont été un peu réduites, mais pas complètement vendues, en se recentrant sur les entreprises les plus à même de traverser cette crise dans les prochains trimestres. Voilà ce que l'on pouvait vous dire aujourd'hui sur à la fois l'environnement et notre positionnement que nous allons conserver pour traverser cette période extrêmement compliquée. Bien voilà, j'espère que vous êtes maintenant un petit peu plus au fait de ce que nous avons déployé comme stratégie. Et en tout cas, on est disponible, moi-même, votre gérant habituel, pour organiser des rendez-vous virtuels pour l'instant. Et j'espère réel bientôt, parce qu'on a vraiment envie de vous revoir. Mais en tout cas, on est sur le pont jusqu'au bout et disponible pour vous. Et on vous remercie encore pour votre confiance. Merci et à très bientôt.